Il est 8h34, Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Maire de Paris, candidate déclarée pour un nouveau mandat, élection au mois de mars. Vous serez candidate dans le 11e arrondissement. J'ai envie de vous poser une question un peu impertinente pour commencer, j'adore ça. Qui disait en 2014, moi j'ai une fidélité au 15e arrondissement, un arrondissement difficile pour la gauche. Qui disait cela? C'était moi, et j'ai surtout une fidélité à Paris. Non, d'abord, je suis candidate pour être à nouveau maire de Paris, pour un nouveau mandat, pas pour être maire d'arrondissement. Et puis j'ai fait le choix aussi du renouvellement, de la jeunesse. Anouche Toragnan est la tête de liste, une jeune femme de 28 ans qui va porter nos couleurs dans le 15e arrondissement. Et j'ai souhaité être dans un arrondissement, le 11e, qui pour moi incarne vraiment ce que sont nos valeurs et qui a été un arrondissement aussi attaqué au nom de ses valeurs. Voilà, mais je suis candidate pour être maire de Paris. Donc pas de présidentielle en 2022, vous l'avez dit hier. Absolument, vous vous c'est très consacrez clair. à Paris, c'est absolument... C'est ma passion, c'est ma vie, c'est voilà, c'est là que j'ai envie d'être utile. Bien, nous allons revenir sur Paris, sur votre programme, sur ce que vous voulez faire si vous êtes réélu. Vous avez été longtemps adhérente de la CFDT. Oui. Hein, je suis très sensible à leurs propositions, disiez-vous, il y a encore quelques jours, Anne Hidalgo. Alors, la réforme des retraites, retrait de l'âge pivot à 64 ans du projet de loi, appelez-vous à cesser les grèves. D'abord, vous avez raison, j'ai été adhérente de la CFDT avant même de prendre une carte dans un parti politique. Donc, je suis très sensible. Que vous ne citez jamais d'ailleurs, si, ce le parti socialiste, bien sûr, et je n'en ai pas. Rien sur les affiches, d'ailleurs. Non, parce qu'on y reviendra. Bon. Mais sur notamment la CFDT, oui, bien sûr, c'est un syndicat qui porte des propositions sur la question des retraites. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on revienne vers une clarté, que les Français sachent ce qu'il va leur arriver à la fin de leur vie. On est dans un monde qui est très anxiogène, les inégalités sociales sont très fortes. Et aujourd'hui, cette retraite qui a été mise sur la table et qui a généré beaucoup de manifestations et de critiques, y compris de syndicats comme la CFDT, est marquée par l'illisibilité. Donc il faut absolument retrouver le terrain de la négociation. Moi, je crois à la négociation sociale. Est-il temps de cesser les grèves, oui ou non? C'est au syndicat. Vous savez, je suis maire de Paris, c'est d'accord, pas moi qui vais donner un moment. Vous avez un avis. Ce que je sais, c'est que notamment les Parisiens, eux, sont affectés par les grèves. Ce que je sais, c'est que les grèves, c'est quelque chose de très lourd pour tout le monde, pour ceux qui les font, mais aussi pour ceux qui les subissent. Dites-moi, est-ce que oui ou non vous demandez? Alors, je n'ai pas à demander, Jean-Jacques Bourdin, et je ne sors pas de mon rôle. Alors, votre avis? Mon avis, c'est qu'il faut absolument négocier. Je crois au dialogue social. Donc, cesser la grève. Je crois au dialogue social. Les syndicats décideront. Ils sont grands, ils sont chacun à même de pouvoir décider. Mais surtout, retrouver le chemin du dialogue social. Donc, il faut que les syndicats participent à la conférence sur l'équilibre du financement. Que tous les syndicats puissent participer, que ce soit une vraie négociation. Que ce soit une vraie négociation parce qu'il faut que l'on fasse confiance au paritarisme. Ça ne peut pas être quelque chose... C'est une bonne idée, dicté. cette conférence? Je pense que c'est une bonne idée dès lors qu'on retrouve le chemin du dialogue, de la discussion, qu'on prend le temps, parce qu'il va falloir prendre le temps. Je crois que voilà, tout le monde a besoin de souffler, de se poser. On a besoin de retrouver un peu de paix. C'est vrai, vous l'avez dit, à Paris, on a beaucoup souffert. Pas simplement de ces grèves du mois de décembre, mais ça fait 1 an que ça dure, avec notamment les mouvements aussi des Gilets jaunes qui ont très largement perturbé voilà, l'activité de la ville. Je respecte les syndicats et la façon dont ils s'inscrivent, ou ils réclament du dialogue social, mais il faut effectivement qu'on trouve le chemin du dialogue. Vous savez, on serait très inspiré à regarder ce que font d'autres pays qui misent justement sur le dialogue social. Je pense au Canada ou d'autres pays qui ont d'autres pratiques. Cette conférence est une bonne idée, qu'il faut maintenant négocier, qu'il faut laisser les syndicats et patronaux et salariés trouver une solution pour le financement. Bon, mais l'image de Paris avec les Gilets jaunes, des manifestations toutes les semaines, régulièrement, l'image de Paris en a pris un coup. On a pris un coup. C'est vrai que dans le monde entier. Bien sûr, vous Quand savez... on parle Paris, on pense grève, manifestation, voitures qui brûlent. Et on voit les images. Et on voit les images. Alors on voit aussi d'autres belles images, celles qu'on a vues sur votre chaîne, avec notamment le 31 décembre. Non, mais on est d'accord, mais là où vous avez entièrement raison, et ça remonte à plus loin, vous savez, en 2015, quand il y a eu les attentats, on a été aussi confronté à une campagne de presse internationale disant qu'il ne fallait pas venir à Paris. Je m'en souviens très bien. C'est le moment que j'ai choisi
choisi à l'époque pour entrer justement dans la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques et porter les valeurs et les couleurs de cette ville. Mais ce que Paris a montré aussi dans toutes ces épreuves, y compris celles récentes relatives aux grèves, aux manifestations et au blocage des transports, c'est qu'on se relève. On se relève tout le temps. Et ça, je le dois d'abord aux Parisiens et aux Parisiennes. Vous relevez tout le temps, mais il y a des Parisiens, eux, qui souffrent. Rue de Trévise, par exemple, 9e arrondissement de Paris, ça fait un an. Les experts ont mis en cause, je cite, les manquements de la mairie de Paris. Par exemple, l'entretien de la voirie. Est-ce que la mairie est en partie responsable? D'abord, il y a une enquête avec un rapport provisoire qui a été remis. Il y aura bien sûr saisine de juges d'instruction. Ce que j'ai dit sur la rue de Trévise, c'est qu'évidemment, la ville de Paris sera partie prenante de la recherche de vérité. C'est trop grave. Il y a eu 4 morts, dont 2 pompiers. Hier matin, j'étais notamment avec les habitants, avec les pompiers à des cérémonies qui ont eu lieu sur la rue de Trévise. Et bien sûr qu'il faut que la vérité soit là. En tous les cas, la ville de Paris, quelle que soit la responsabilité qui est la sienne, mais il y en a d'autres. Il y a aussi ceux qui entretiennent les canalisations. Il y a d'autres responsabilités à mettre sur la table. Il faut que la vérité soit faite pour que les victimes puissent se reconstruire et puissent trouver les indemnisations et puissent retrouver une vie normale. Qui pour beaucoup n'ont pas retrouvé leur logement. Alors on les aide. Oui. C'est vrai qu'il y a des situations différentes et difficiles. Je les ai vus hier, je les rencontre encore cette semaine. Donc il y a un dialogue, un vrai dialogue qui se fait pas dans, je dirais, la recherche à tout prix de telle ou telle responsabilité, mais dans le dialogue et on travaille bien. Et je fais confiance à la justice pour trouver et pour dire où sont les responsabilités et elles seront évidemment assumées. Anne Hidalgo, vous êtes donc candidate à la mairie de Paris. Pourquoi, j'avais envie de vous poser cette question, pourquoi êtes-vous parfois si détestée? Comment l'expliquez-vous? Je ne sais pas, peut-être c'est un phénomène qui concerne un peu toutes les personnes publiques. Je pourrais vous renvoyer la question. Non, c'est évident. Mais je ne le ferai pas. D'abord, il y a des gens qui n'aiment pas ce que l'on fait. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas la personnalité. C'est pas grave. Il y a aussi beaucoup de gens qui soutiennent. Il y a aussi beaucoup de gens... Je ne me pose pas ce type de questions. Vous savez, je pense que quand on est dans une responsabilité publique, politique, qu'on est exposé... et pour moi, être maire, c'est agir, c'est voir quels sont les grands défis que nous avons à relever. Les grands défis. Concertation, parfois. Anne Hidalgo ne concerte pas, Anne Hidalgo décide sans prendre avis des uns ou des autres. Jean-Jacques Bourdin, c'est ce que j'ai entendu comme critique. Oui, je l'ai entendu aussi, mais vous savez, cette campagne, je veux vraiment la poser sur le terrain de qu'est-ce qu'on propose. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'il y a des preuves aussi, certains disent aussi de courage et de vision, parce que imaginez une seconde, Jean-Jacques Bourdin, que parce que c'est difficile de réduire la place de la voiture à Paris, que je ne l'ai pas fait. Imaginez une seconde que Paris ait pris du retard. Imaginez une seconde que Paris n'ait pas été au rendez-vous de l'accord de Paris sur le climat. Eh bien, je pense que là, je serais vraiment en difficulté devant vous pour assumer cela. Moi, j'ai été élue en 2014 pour justement transformer la ville, apporter, et d'ailleurs, que ce soit la place de la voiture, le vélo, faisait vraiment partie de mon programme avec mon équipe et nous l'avons fait. Nous avons vu dans ce mandat qu'il y avait des événements extrêmement forts, extrêmement puissants. Je pense aux manifestations du changement climatique. On l'a vu, on a eu 2 très grandes crues de la Seine, on a eu 4 canicules. Eh bien, non, mais je suis en train de vous parler écologie depuis le début. C'est juste une question. Attendez, je finis. C'est vraiment, il fallait agir. Donc, agir, forcément, ça génère que l'on bouscule des habitudes. Et c'est très dur de changer d'habitude. Donc, c'est vrai que beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, certainement, se sont dit, nos habitudes, pourquoi on va là-dedans? Mais vous savez ce qu'ils me disent aujourd'hui? Quand ils voient les pistes cyclables qui sont sécurisées, où on peut faire du vélo aujourd'hui beaucoup mieux, et d'ailleurs, on l'a vu
notamment pendant les grèves, mais pas que, les Parisiens me disent, là on a compris. Bon, et ça, alors Anne Hidalgo, vous êtes candidate dans le 11e, comme le candidat écologiste David Béliard. Oui. David Béliard qui essaie de nouer une alliance avec Cédric Villani. Vous y croyez à cette alliance? Moi, vous savez, je ne vais pas faire de la politique de cette façon-là. Je suis maire de Paris depuis 6 ans. Au second tour, vous serez bien obligé de nouer des alliances. Mais moi, je pense d'abord au premier tour. Voyez-vous, vous ferez de la politique au second tour. Non, je pense qu'une élection, ça se joue d'abord avec les citoyens, avec les électeurs, et pas dans les combinaisons d'appareils. Mais vous nouerez des alliances au second tour, Anne Hidalgo. Il y aura forcément des alliances, mais la première des alliances que je souhaite, c'est celle avec les Parisiens. C'est pour ça, d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin, que je conduis une liste, qui est une liste Paris en commun, dans laquelle on trouve des femmes et des hommes venant de beaucoup de partis politiques, mais venant de la société civile. Et ce n'est pas une liste partisane. D'ailleurs, c'est une des rares listes à ne pas être partisane. Donc, je cherche l'alliance avec les Parisiens. Bien, programme 4 axes: écologie, participation citoyenne, sociale, proximité, écologie, une ville 100% vélo, nouvelle piste cyclable, liaison entre Paris et les villes du Grand Paris, piétoniser le centre de Paris, 4 arrondissements. Et tiens, vous dites, on va arborer la place de la Concorde, l'hôtel de ville, l'Étoile, la place de l'Étoile, et les Champs-Élysées. Est-ce qu'on peut imaginer un jour les Champs-Élysées sans voiture? Pour l'instant, on n'est pas encore dans la fermeture complète des Champs-Élysées aux voitures, mais on travaille par exemple avec le comité des Champs. Il y a déjà un projet qui a été présenté avec un aménagement très important sur la place de l'Étoile avec des plantations d'arbres, et sur le bas des Champs-Élysées, c'est-à-dire à proximité de la Concorde. Là aussi, vous savez, c'était un jardin. C'était un grand jardin lorsqu'il a été créé. Donc la place de la Concorde va être réduite, les voitures circuleront. La place de la Concorde va être réduite. D'ailleurs, on aura un premier temps qui va être passionnant, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. En 2024, sur la place de la Concorde, il y aura un stade éphémère pour accueillir les disciplines qui rentrent dans les Jeux de Paris 2024, le skate, le breakdance, etc. Et ça sera sur la place de la Concorde. Donc on va utiliser cette préfiguration qui se fera de la place de la Concorde pour qu'ensuite elle soit quasi piétonne. Est-ce que vous aimeriez des Champs-Élysées? Ce serait peut-être une idée formidable, des Champs-Élysées sans voiture. On va y travailler ensemble. Si cette idée vous plaît, moi elle me plaît beaucoup. Donc, bien sûr, mais on peut imaginer ça. Dans le mandat qui vient. Entre la Concorde et l'Arc de Triomphe, plus de voitures. Déjà, un dimanche par mois, vous savez qu'on a déjà plus de voitures. Mais j'ai proposé, donc dans les propositions pour 2020, la place de la Concorde, la place de l'Étoile qui vont être profondément modifiées et apaisées. Il va y avoir deux nouveaux grands parcs qui vont voir le jour, un tout près de chez vous ici dans le 15e arrondissement, puisqu'on va transformer l'héliport en grand parc et de biodiversité pour les visiteurs et les Parisiennes et les Parisiens. Et il y aura un autre grand parc à l'est de Paris, à Bercy-Charenton, dans le quartier de Bercy-Charenton, qui reliera un très beau parc, le parc de Bercy, au bois de Vincennes. Il y aura beaucoup de petits parcs aussi, de rues qui vont être des rues entièrement végétales dans tous les quartiers de Paris. Donc oui, place à la nature. Donc, et moins de voitures dans Paris, c'est votre rêve absolu. C'est plus clair. De diesel dans Paris avant 4 ans, on est bien d'accord. Plus de voitures thermiques à moteur thermique. Oui, à moteur thermique avant 10 ans. On est bien d'accord. 2024, les moteurs diesel. 2030, les moteurs thermiques. Ça a déjà été voté, je le dis, à l'unanimité du Conseil de Paris. C'est dans notre plan climat. Et ça a même été soutenu par une votation citoyenne. Est-ce qu'on peut imaginer un jour Paris sans voiture? C'est ce vers quoi on va. Comme Oslo, par exemple, qui a fait d'énormes progrès. Vous savez, moi, les modèles, puisque j'ai eu la chance, en tant que maire de Paris, de travailler avec beaucoup de grandes villes, de regarder les meilleures pratiques. Oslo est une de ces villes-là. Bien sûr, il y a Copenhague, il y a Amsterdam, beaucoup de villes qui se sont engagées dans ce mouvement pour faire en sorte qu'il y ait moins de voitures, moins de pollution. En fait, ce qu'il faut, c'est que toutes celles et ceux qui peuvent se passer d'un véhicule personnel puissent s'en passer en ayant des
des alternatives. Par exemple, ce que l'on appelle la piétonisation du centre, qui n'est pas exactement une piétonisation, puisqu'il y a quand même des commerçants qui se feront livrer, etc. Il y aura une navette électrique qui permettra de relier évidemment différents points du centre de Paris pour que les habitants, pour que les visiteurs, même les touristes, puissent se déplacer à l'intérieur de ce centre. Donc, il y a des solutions à apporter pour que toutes celles et ceux qui peuvent se passer de la voiture individuelle puissent s'en passer. Et j'ai dit, parce que ça c'est très important, j'avais dit à Christophe Najowski, mon adjoint au déplacement, qui était tête de liste vert en 2014 et qui est avec moi dès le premier tour cette fois-ci, je lui avais dit, tu verras, ça sera le mandat du vélo. Objectivement, c'est quand même le mandat du vélo. Transports. Et donc 100% vélo de 2020 à 2026. Les transports, mais le vélo c'est un transport, c'est une mobilité. Gratuité pour les moins de 18 ans, Absolument. on est bien d'accord, mais qui va payer ? Vous savez... qui paye dans ces cas-là? Parce que qui paye, c'est extraordinaire, la gratuité. Je trouve ça, on se demande gratuit, mais non, c'est pas gratuit. Alors, c'est comme le service public, vous savez, pour moi, les Ce sont les contribuables qui paient. Bien sûr. Et la vocation de l'impôt, c'est d'assurer un certain nombre de services utiles et ils sont utiles d'abord parce qu'ils permettent de se déplacer et deuxièmement parce qu'ils permettent aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, bien sûr qu'il faut que les pouvoirs publics prennent la part qui est la leur. Je souhaite vraiment accompagner les Parisiens dès le plus jeune âge. Vous savez, on a déjà fait la gratuité pour les seniors. Ça, c'est déjà fait à Paris, les plus de 65 ans qui, sous conditions de ressources, qui peuvent effectivement se déplacer gratuitement. Les enfants, depuis cette rentrée de 0 à 11 ans, ont la gratuité totale des transports. J'ai prévu un remboursement. Là, ça y est. Oui, mais pour les 18 ans. Et pour les 18 ans, à partir de 2020, si les Parisiens font confiance à la liste que je conduis, eh bien, dès le début de votre mandat. Dès le début du mandat, évidemment, si vous êtes réélu. On fera la gratuité, puisque aujourd'hui, ça représente une somme très importante. La carte imaginaire, ce que les parents payent pour leurs enfants, j'ai réduit. Aujourd'hui, c'est 175 € par an et par enfant. Demain, ça sera 0. Anne Hidalgo, le logement Airbnb, pourquoi affirmez-vous que 60 000 logements ont été retirés du marché locatif? Parce que c'est vrai, parce que ce sont les chiffres, parce que c'est la réalité, c'est-à-dire... Combien de logements sont loués plus de 120 jours par an? Combien? Alors, c'est peut-être pas tous les 60 000, puisque dans les 60 000, il y a aussi beaucoup de résidences secondaires. En fait, vous savez, notre ville... Non, mais attendez, c'est 4 000 logements qui sont loués plus de 120 jours par an. Oui. Comment pouvez-vous affirmer que 60 000 ont été retirés du marché locatif? Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Ce chiffre vient de la PUR, l'atelier parisien d'urbanisme, qui est notre INSEE local, qui fait des statistiques, qui tient de façon très scientifique les comptes sur ce que sont les logements parisiens. Vous savez, à Paris, en fait, il y a deux marchés de l'immobilier à Paris. Il y a le parc social, là où moi je peux agir directement, et où j'ai décidé d'agir, et où j'ai agi avec Yann Moussa, mon adjoint. Et là, nous avons passé le pourcentage de logements sociaux à 22,6% de logements sociaux. Ça veut dire que 550 000 personnes vivent aujourd'hui à Paris parce qu'il y a une aide qui est apportée par la nature du logement où ils vivent. Et ça, on va continuer. Et dans ce logement social, il y a des catégories populaires et des classes moyennes. Et puis, il y a le marché privé. Sur le marché privé, je me suis battue pour qu'on ait l'encadrement des loyers. Je le dis ici, je maintiendrai évidemment l'encadrement des loyers, c'est indispensable. D'autres listes ne le proposent pas. Deuxièmement, sur ce marché privé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Airbnb et d'autres plateformes arrivent et sortent du marché locatif ou même de la vente des logements, 60 000 logements dont on est privé et qui font que la pression immobilière est plus forte. Donc, j'ai des propositions. Des propositions. D'abord, un référendum sur Airbnb, évidemment, où je demanderai aux Parisiens ce qu'ils veulent pour que on puisse être entendu, puisque je n'ai pas été entendu. Limiter la location. Voilà. Et deuxièmement, à combien? 30 jours? Oui, 30 jours. Parce que l'idée n'est pas d'empêcher les Parisiens qui vont mettre un peu de beurre dans leurs épinards en louant une chambre de temps en temps. Évidemment, ça c'est l'économie du partage. Mais ce que l'on voit
voit avec Airbnb, c'est plutôt de la prédation. Et ça, je suis pas d'accord. Et donc, on va faire ce référendum, mais on va aussi, parce qu'il faut absolument... Vous n'avez pas le pouvoir de décider. Hein. C'est pour ça que le référendum sera une aide à la décision, pas la mienne, puisque moi, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais déjà fait, mais du législateur, qui est celui qui va décider. Mais juste, je voulais vous dire, il faut, pour qu'on s'en sorte sur cette question du logement, qui est vraiment un sujet crucial à Paris, il faut que les investisseurs privés, je pense aux banques, aux assurances, les foncières, les entreprises, viennent avec nous. Beaucoup d'institutionnels que j'ai déjà vus sont d'accord et s'exprimeront sur le sujet, viennent avec nous pour mettre le paquet sur le logement des classes moyennes. Il faut que les entreprises nous aident à loger les classes moyennes dans Paris. Elles le savent, si elles ne le font pas, c'est une pression et c'est une difficulté, y compris pour elles. Donc je suis sûre qu'on va pouvoir, en tous les cas je ferai des propositions dans la semaine, on va pouvoir embarquer avec nous tout ce secteur privé. Il faut que ce marché privé soit moins spéculatif. J'ai une dernière question sur l'endettement de la ville. Oui. Parce que quel était le montant de l'endettement de la ville en 2014 ? En fait, le montant de l'endettement de la ville était de l'ordre de 42%. On est aujourd'hui... 1636 € par habitant. Oui, absolument. Et aujourd'hui, 2900. On est une ville donc, qui est... en 6 ans, vous avez multiplié... En 6 ans, comment... Pas par 2, mais presque. Je vais vous l'endettement de chaque Parisien. Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin. Non, ah bon, Jean-Jacques Bourdin. Je vais vous dire ce que l'on a fait en matière de gestion budgétaire de la ville. On a bien géré, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est certifié par les agences de notation et c'est même certifié par le gouvernement qui a conclu avec nous un accord sur la gestion de la ville et sur la maîtrise que nous avons et de notre endettement et de nos finances. Donc, vous voyez, ces chiffres-là ne sont pas contestés quant à la bonne gestion de la ville. Que je vous donne non plus, Deuxièmement, ce que nous avons fait, c'est que en 2014, il y avait 2 options. Augmenter les impôts ou parce que nous étions très 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 peu endettés et que l'argent était pas cher du tout. Augmenter l'endettement. Augmenter un peu l'endettement, mais l'augmenter de façon maîtrisée. Ce que nous avons fait, ce qui nous a permis d'ailleurs de conclure avec l'État. Et donc nous avons pu gérer une situation très complexe parce qu'il y a un autre chiffre que je vais vous donner, Jean-Jacques Bourdin. Et si vous avez des représentants de l'État, vous pourrez leur poser la question. Depuis 2014 jusqu'à 2020, ce sont 4 milliards d'euros de dotation en moins que la ville de Paris a ou non perçu, ou si vous êtes élu, vous allez stopper l'endettement, vous allez investir. Bien sûr, on va investir. Oui. On est dans une maîtrise de l'endettement qu'on va maintenir. Il faut qu'il y ait bien sûr une épargne brute qui nous permette de ne pas mettre en fragilité les finances de la ville. D'ailleurs, reprenez ce que disent toutes les agences de notation, vous verrez combien elles estiment que la gestion que nous avons eue était à la fois prudente et audacieuse. Nous avons maintenu un investissement très important, mais nous allons aussi aller chercher d'autres sources de financement. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai créé un fonds vert. On va bien sûr aller sur les marchés chercher de l'argent pour aussi financer la transition énergétique. Je vais aller chercher les investisseurs privés sur le logement. Donc on va évidemment, mais je ferai ces propositions et de financement et de programme début février, donc je reviendrai volontiers vous les exprimer. Merci Anne Hidalgo. Merci à vous. D'être venue nous voir, il est 8h56, RMC et BFM TV.